Pour la campagne 2014-2015, le cacao sera vendu à 850 francs CFA le kilogramme et le président Alassane Ouattara est fait premier producteur de cacao en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui ressort du Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin au palais présidentiel. Ils ont eu un mois de vacances, les députés ont repris du service ce mercredi. Ils sont de retour à l'hémicycle, c'est la reprise pour le dernier trimestre de l'année dans le cadre de la deuxième session ordinaire, une session dite budgétaire. Et nous sommes le 1er octobre et c'est la journée mondiale des personnes âgées. L'événement a été commémoré en Côte d'Ivoire à l'Institut des aveugles à Yopougon. Il est conseillé aux personnes du troisième âge de se maintenir en forme par la pratique du sport. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Pour la campagne 2014-2015, le cacao sera vendu à 850 francs CFA le kilogramme. La décision a été prise au cours du Conseil des ministres tenu aujourd'hui au palais présidentiel. Autre fait majeur de ce conseil, le président Alassane Ouattara a été fait premier producteur de cacao en Côte d'Ivoire. Les précisions de Jérôme Kofi Abola. Le président de la République, Alassane Ouattara, désormais premier producteur de cacao en Côte d'Ivoire. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres par la voix du ministre de l'Agriculture qui, à la faveur de la célébration de la Journée nationale du cacao, a remis lors de cette réunion une cabosse de cacao au chef de l'État. Ce titre, le président de la République le doit surtout au décret pris par lui en 2013 instituant le 1er octobre, Journée nationale du cacao. Excellence, Monsieur le Président de la République, sur proposition du Conseil international du cacao, l'ICCO, en 2013, vous avez pris un décret pour instituer une journée nationale du cacao et du chocolat. Ainsi, chaque 1er octobre, c'est une journée nationale qui est célébrée à travers cette décision que vous avez prise par décret. J'ai l'honneur ce matin, au nom des producteurs de cacao de Côte d'Ivoire et de toute la grande famille agricole, j'ai l'honneur de vous remettre une cabosse de cacao et du chocolat. Par ailleurs, le Conseil a décidé pour la campagne 2014-2015, ouverte à compter de ce jour au 1er octobre, que les planteurs pourraient vendre leurs produits à 850 francs le kilogramme, un prix en hausse par rapport à celui de la campagne précédente, une campagne qui elle-même a connu une progression nette de 20% si l'on en croit le porte-parole du gouvernement. Sur la campagne 2013-2014, la production s'est élevée à 1 740 842 tonnes. C'est une progression de 20% par rapport à la campagne précédente. Cela a permis de payer à nos producteurs de cacao un revenu brut pour cette campagne de 1305 milliards de francs CFA, jamais atteint en Côte d'Ivoire. Pour la campagne 2014-2015, le Conseil a approuvé le prix garanti de 850 francs CFA par kilo aux producteurs. L'an dernier, nous étions à 750 francs. L'année d'avant, nous étions à 700 francs. Donc 850 francs pour la campagne 2014-2015. Tout calcul fait, nous serons pratiquement à 40% d'accroissement du revenu des paysans entre le début de la réforme et la fin de la campagne 2014-2015. Ce bon résultat enregistré, toujours selon le porte-parole du gouvernement, est dû notamment à la politique prônée par le chef de l'État en matière de production de cacao en Côte d'Ivoire. Les conditions climatiques, c'est un facteur important. Mais à ne pas négliger les changements qu'il y a eu dans la gouvernance du secteur, les réformes qui ont été mises en œuvre par le chef de l'État depuis 3 ans maintenant portent leurs fruits. Il faut voir clairement dans ces résultats ces décisions importantes qui permettent aujourd'hui d'assurer aux paysans un revenu important, un revenu élevé. Après environ 2 heures pour plancher sur tous les sujets à l'ordre du jour, ce mercredi, le Conseil a pris un autre rendez-vous, celui invitant les membres du gouvernement à se retrouver autour du président de la République le vendredi 3 octobre prochain.
pour un conseil dit extraordinaire. La troisième campagne cacao après la réforme de la filière café-cacao a démarré ce 1er octobre et je vous le disais il y a un instant, le prix Borchamp fixé est de 850 francs CFA par kilogramme dans toutes les zones de production. La campagne 2014-2015 se caractérise par une série de mesures en faveur des PMEX, les petites et moyennes entreprises exportatrices et les COPEX, coopératives exportatrices en vue de les rendre compétitives. Noël Niagno pour les éclairages. 850 francs CFA, voilà le prix Borchamp du cacao pour la campagne principale 2014-2015, soit une majoration de 100 francs par rapport à la campagne précédente. Les producteurs et les acheteurs sont tenus de respecter scrupuleusement cette disposition. Il est à noter qu'aucune réfaction n'est autorisée sur le prix garanti comme pour les campagnes précédentes. Les contrevenants seront passibles de poursuites judiciaires. Fait notable pour la présente campagne, les PMEX, petites et moyennes entreprises exportatrices, et les COPEX, coopératives exportatrices, bénéficient d'une série de mesures pour leur permettre de prendre une part significative dans la commercialisation du cacao. Il s'agit entre autres de la baisse du taux de caution bancaire de 2% à 1%. Producteurs et dirigeants de PMEX et COPEX saluent ces mesures et le prix fixé. Par rapport aux 850, je pense que c'est un prix vraiment raisonnable compte tenu de tout ce que le Conseil Café-Cacao fait en bourse pour les planteurs. Je tenais aussi à interpeller les planteurs. Le prix de 850, c'est bon, c'est vrai, mais il faut qu'ils commencent à penser aussi à penser aux bonnes pratiques agricoles, à payer les intrants pour pouvoir produire le maximum de cacao. Depuis la réforme, les PMEX et COPEX, on était dans une forme de commercialisation injuste. Dans ce sens que vous imaginez bien que les structures nationales n'ont pas les mêmes capacités, les mêmes pouvoirs que peuvent avoir les structures internationales. Pour la campagne 2013-2014, ce sont 1 745 515 tonnes de cacao qui ont été vendues contre 1 448 992 tonnes en 2012-2013, soit une augmentation de 20,46%. On poursuit ce journal avec d'autres activités du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a reçu ce mercredi au palais présidentiel l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire et le représentant de l'Union africaine dans le pays. Les deux personnalités sont en fin de mission. Elles sont venues faire leurs adieux au chef de l'État. On retrouve Jérôme Kofi Abola. La première des deux personnalités à être reçue par le président de la République, Alassane Ouattara, est le diplomate japonais. L'ambassadeur du Japon est venu faire ses adieux au chef de l'État parce qu'en fin de mission en Côte d'Ivoire. À l'approche de mon départ d'ici à Abidjan, je suis venu aujourd'hui pour exprimer du fond de mon cœur mes profonds remerciements à Monsieur le président Ouattara pour tout ce qu'il a fait pour faciliter ma mission ici en Côte d'Ivoire, aussi pour soutenir le gouvernement du Japon dans nos efforts de renforcer la coopération économique et sociale avec la Côte d'Ivoire. Après avoir reçu l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, le président de la République a échangé avec le représentant de l'Union africaine, également en fin de mission. Je viens de voir effectivement son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui faire mes adieux et le remercier le gouvernement pour tout l'appui que le bureau de l'Union africaine a reçu de la part du gouvernement, de toute la collaboration qui a existé entre l'Union africaine et la Côte d'Ivoire et du rôle joué par son Excellence, Monsieur le Président de la République, au sein de l'Union africaine, dans les instances de l'Union africaine, pour la paix notamment. Il a présidé le Conseil de paix et de sécurité au sein de la CEDEAO, qu'il a dirigé pendant 2 ans. Je suis venu dans ce cadre-là le remercier, de féliciter pour le travail qui est fait en Côte d'Ivoire avec tout le développement que l'on voit et tous les grands dossiers qui sont traités, la paix, la sécurité, la réconciliation, la reconstruction et souhaiter que la Côte d'Ivoire continue sur cette voie.
Le représentant de l'Union africaine, à l'instar du diplomate japonais, a indiqué être venu rencontrer le président de la République pour lui exprimer sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé durant sa mission en Côte d'Ivoire. Bientôt, les besoins d'électricité des populations de Marcory améliorés. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé ce matin à la pose de la première pierre du poste de transformation 90-15 kV d'Anomabo. Cette action entre dans le cadre du programme de renforcement du réseau électrique dans l'ensemble du pays. Roger Appé, Sidonie Davila. Une meilleure satisfaction des besoins en électricité des populations de Marcory, c'est ce que vise le gouvernement. Le poste de transformation qui sera livré dans quelques mois va permettre de résorber les difficultés nées de la forte urbanisation et donc de l'augmentation rapide de la population de la commune. La construction du poste 90-15 kV est une autre étape de la mise en œuvre du vaste programme de renforcement du réseau électrique national entrepris par le gouvernement. Nos attentes et celles des populations ainsi que celles des pays amis et frères de la sous-région sont grandes par rapport à l'électricité qui est un facteur clé pour le développement économique et le bien-être social. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tounkara, a indiqué que l'objectif pour 2015 est d'atteindre un temps moyen de coupure de moins de 20 heures. 12 mois, c'est le temps que va durer la construction du poste de transformation. Une fois achevé, l'infrastructure ne pourra que soulager la population. Depuis des années, ce poste aurait dû être créé. Sans énergie, il n'y a pas de vie confortable. Estimé à environ 10 milliards de francs CFA, le poste d'Anomabo est une composante du vaste programme de renforcement du réseau électrique de Côte d'Ivoire. Ce projet permettra de soutenir la relance économique et d'assurer une meilleure exploitation du réseau électrique ivoirien. Le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, a effectué il y a 2 jours une visite à la direction générale de la Petrosi, la Société nationale d'opération pétrolière de Côte d'Ivoire. Un déplacement en vue donc de s'imprégner des données cartographiques et du bassin sédimentaire ivoirien, quelques jours avant une visite de promotion à Houston, au Texas. Pour le directeur général de Petrosi, Daniel Nyoni, cette visite permettra à la délégation qui sera conduite par le Premier ministre de faire la promotion du bassin sédimentaire offshore situé en eau profonde auprès des majors texans. Après un mois de vacances parlementaires, les députés sont de retour à l'hémicycle. C'est la reprise donc pour le dernier trimestre de l'année dans le cadre de la 2e session ordinaire. Une session dite budgétaire parce que dominée par l'examen du projet de loi de finances fixant le budget de l'État. Le compte-rendu de Léon Brou. Retrouvailles ce mercredi à l'hémicycle à l'occasion de l'ouverture de la 2e et dernière session ordinaire de l'année en cours. 245 sur les 253 députés répondent à l'appel. À leur côté, le Parlement malien, les chefs traditionnels du Haut-Sassandra, le corps diplomatique, les chefs des institutions internationales et nationales, avec à leur tête le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Dans son discours d'orientation, le président de l'Assemblée nationale révèle la prise en compte par le gouvernement de l'amélioration des conditions de travail des députés. Guillaume Soro invite ensuite ses pairs parlementaires à accompagner l'État dans ses efforts de développement du pays, des efforts toujours, selon le chef du Parlement, reflétés par la hausse du budget 2015. Je voudrais ici rappeler que notre rôle à nous parlementaires dans le dispositif de mise en place du budget de l'État est principalement de veiller à ce que les règles qui encadrent l'élaboration de la loi de finances soient respectées. Ces règles, ainsi que les moyens de contrôle du processus budgétaire mis au service du Parlement par la loi organique relative aux finances publiques, pour lui permettre d'assumer de manière efficiente ses obligations constitutionnelles, doivent être utilisées dans le sens de l'amélioration de la procédure d'adoption du prochain budget de l'État. Aussi abordé le bilan de l'intercession qui a vu l'examen à la hausse du budget 2014 et l'appel du président du PDCI RDA au RHDP à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara aux prochaines élections. Contre l'épidémie à virus Ebola qui a déjà fait 3000 morts, le président de l'Assemblée nationale a rappelé l'importance des mesures gouvernementales.
À l'occasion de l'ouverture de cette deuxième session ordinaire du Parlement, Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, a fait donc plusieurs annonces aux députés. Notons entre autres la hausse du budget 2015 par rapport à celui des années passées. Le chef du Parlement s'est aussi prononcé sur l'appel de Daoukro. L'audience de confirmation des charges contre Charles Blé Goudet doit prendre fin demain à La Haye. Ce mercredi, la représentante légale des victimes à la CPI, Paulina Massida, a accusé l'ex-leader des Jeunes Patriotes d'être co-auteur direct des violences qui ont suivi la crise post-électorale. Au nom des victimes, elle réclame justice. Salimatou Dia, Maïsako. Après Fatou Bensouda, Paulina Massida enfonce le clou. La représentante légale des victimes accuse Charles Blé Goudet d'être co-auteur direct des violences et autres crimes qui ont émaillé la présidentielle de 2010. L'ancien président n'a pas pu agir toute seule. Un plan d'une telle ampleur ne pouvait pas être accompli par une seule et unique personne. Et en effet, ce plan a pu être mis en place grâce à l'action de l'entourage de M. Gbagbo, dont M. Blé Goudet était un membre influent, dévoué et loyal. M. Charles Blé Goudet, à l'époque des faits, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, mais surtout leader des Jeunes Patriotes et porte-parole de M. Gbagbo auprès d'eux, a joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre du plan commun. Une vague de violence qui ne doit être impunie selon la représentante des victimes. Elle réclame la responsabilité pénale de Charles Blé Goudet dans la crise de 2010. Les éléments qui nous occupent aujourd'hui ont causé des centaines de morts et de blessés, ainsi que de centaines de femmes violées. Les victimes attendent encore que la justice un jour leur soit rendue. Pour la représentante légale des victimes, Charles Blé Goudet doit être jugé à la CPI, la Cour pénale internationale. L'audience de confirmation des charges est à son 3e jour ce mercredi. Elle s'achève demain jeudi. Nous sommes le 1er octobre et c'est la journée mondiale des personnes âgées. Le gouvernement sensibilise à la protection de ces personnes du 3e âge. Les personnes du 3e âge ou personnes âgées ont un faible niveau d'accès à la protection sociale. Selon l'Organisation des Nations Unies, elles sont vulnérables du fait de leur âge et l'arrêt d'activité les appauvrit. Le 3e âge est une étape difficile de la vie. Problèmes de santé, difficultés d'accès aux infrastructures de base et aux loisirs. Pour rappeler que les droits des personnes âgées sont indissociables des principes énoncés par l'ONU, une journée leur est dédiée. Instituée en décembre 1990, cette journée, à sa 24e édition cette année, représente, selon le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle Dosso Moussa, une opportunité pour réaffirmer l'engagement et la détermination du gouvernement à protéger et promouvoir les droits des personnes vieillissantes. Le gouvernement s'est engagé à garantir le respect des droits à la protection des personnes âgées dans la Constitution de 2000. C'est pourquoi notre pays envisage de conduire une étude nationale sur le vieillissement devant aboutir à la mise en place d'une stratégie nationale de protection des personnes âgées intégrée au plan national de développement PND et à la stratégie nationale de protection sociale. Le ministre d'État, Dosso Moussa, exhorte les populations à protéger les personnes du 3e âge. Il nous incombe à tous collectivement et individuellement la responsabilité d'intégrer les personnes âgées à la société, de combattre toutes les formes de discrimination à leur égard, de veiller à ce que chacun dispose de soins de santé et de services sociaux adaptés, donc d'assurer une protection sociale appropriée. Le thème retenu cette année par le gouvernement est « Les personnes âgées, une force émergente pour le développement ». Propos recueillis par Pargasoro Okone. Ici, en Côte d'Ivoire, cette journée des personnes âgées a été commémorée à l'Institut des aveugles dans la commune de Yopougon au nord d'Abidjan. C'était l'occasion pour exhorter les personnes âgées à maintenir leur santé en ayant une bonne alimentation et surtout en pratiquant le sport. Félix Amani, Grascando. Pour cette 2e édition nationale, le thème retenu est « Manger et bouger ».
La célébration s'est déroulée sur 2 jours dans la commune de Yopougon. Objectif, permettre aux personnes âgées d'entretenir une bonne santé et montrer leur importance dans la société. C'est une frange de la population qui a longtemps été pratiquement omise dans les différents projets. Il est temps de prendre en compte les personnes âgées dans les projets de développement. Marche sportive sur 2 km, consultation à l'Institut des aveugles sur le diabète, l'hypertension artérielle et les autres maladies métaboliques. Autant d'activités qui ont meublé cette journée des personnes âgées. Quand on est une personne de 3e âge, c'est d'abord une victoire. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, par observance, ont pu atteindre cet âge. Donc, nous voulons les encourager à continuer à bouger et à manger sainement pour toujours rester en bonne santé. Anciens travailleurs du public et du privé, ces personnes âgées sont toujours actives. Avec les amis à la retraite, nous nous sommes réunis, associés pour faire des exercices physiques 3 fois par semaine et ça nous maintient. Il y a 8 ans maintenant, je suis à la retraite. Je me porte bien, j'ai été joueur. Je n'ai pas oublié de faire le sport. Tous les samedis, je joue au quartier avec les amis. La journée consacrée aux personnes âgées est à sa 24e édition dans le monde. La communauté internationale invite chacun à porter une attention particulière aux personnes âgées qui sont une frange fragile de la population. Des experts venus de la Belgique sensibilisent les enseignants, les étudiants et la société civile sur les avantages du système LMD, licence, master, doctorat. La rencontre de 72 heures a pour but d'améliorer les pratiques pédagogiques et les procédures d'évaluation. L'initiative est du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ami Sissoko. Un peu plus de 2 ans après son introduction en Côte d'Ivoire, les enseignants et les étudiants ont encore quelques difficultés dans l'application du système LMD, licence, master, doctorat. Il est difficile pour nous aujourd'hui de comprendre le fonctionnement du système. Et c'est pour cela qu'il est important que le ministère et nos différents présidents des universités publiques de Côte d'Ivoire puissent organiser des sessions de sensibilisation. C'est un système que nous, étudiants, ne maîtrisons pas encore. Et quand nous dirigeons vers nos chers maîtres, nos professeurs pour avoir une nette explication sur le système. Cela aussi ne nous donne pas l'explication que nous attendons. Le LMD, ça s'accompagne de ce qu'on appelle l'environnement numérique du travail. C'est une tradition qui n'est pas encore entrée totalement dans nos pratiques. Nos étudiants n'ont pas tous les ordinateurs. Certains enseignants n'ont pas encore l'habitude de mettre les cours en ligne, d'avoir des cours numérisés. Face à cette situation, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique fait appel à des experts belges. Pendant 3 jours, ils vont sensibiliser les enseignants, les étudiants et la société civile sur le système LMD. Jusqu'à ce que nous atteignions la perfection, nous allons sensibiliser. Nous visons une meilleure employabilité des diplômés qui sortent de l'enseignement supérieur. Tant qu'on n'aura pas atteint le taux de 100% de diplômés qui ont trouvé un emploi, nous continuerons toujours la sensibilisation. Chaque année, nous allons organiser une rencontre bilan pour voir ce qui a bien marché par rapport à LMD, par rapport aux objectifs que nous sommes fixés, ce qui n'a pas bien marché, et nous allons toujours réviser le tir. Ce séminaire contribuera à montrer les avantages du système LMD. Il permettra de partager les expériences des acteurs sur les thématiques relatives à l'enseignement supérieur et à la réforme LMD en vue d'une adéquation formation-emploi. Le reportage d'Ami Sissoko est commenté pour vous par Serge Coléa. Prérogatives et obligations du directeur de publication au regard de la loi sur la presse en Côte d'Ivoire. La question était au centre des échanges entre le président du Conseil national de la presse et les directeurs de publication des journaux en liste en Côte d'Ivoire. Il s'agit de les mettre en face, de les mettre face à leurs responsabilités pour une presse plus crédible. Michel Digré pour les détails. Tout journal ou écrit périodique est placé sous la responsabilité d'un directeur de publication. L'article 5 de la loi portant un régime juridique de la presse démontre le rôle majeur du directeur de publication dans un journal, une place de choix qui nécessite des concernés une formation de qualité. C'est lui qui est responsable du contenu du journal.
c'est lui qui est le plus souvent convoqué devant les tribunaux et qui répond du journal quand il y a des manquements. Donc il est important que le directeur de publication lui-même soit formé. Quand on voit le rythme des sanctions, nous pouvons estimer que beaucoup de directeurs de publication ne font pas leur travail. Nous, Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire, nous nous sommes inscrits résolument dans ces initiatives de formation, dans ce genre d'atelier, dans ce genre de séminaire, pour permettre à nos directeurs de publication d'être crédibles. En revanche, le président du Conseil national de la presse a relevé que le directeur de publication est lésé par la loi portant régime juridique de la presse, dans la mesure où celle-ci n'accorde aucun privilège au directeur de publication dans sa rédaction. Un manquement à corriger dans la future loi en cours d'élaboration. Les opérateurs économiques ont apporté leur soutien à cet atelier de formation pour une presse professionnelle. Plus de responsabilité pour des journaux crédibles, c'est ce à quoi se sont engagés les directeurs de publication. Le 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo organise depuis ce matin et ce jusqu'au vendredi la Saint-Maurice, une fête qui vise la pérennisation des traditions militaires et la promotion de la cohésion au sein des unités des forces terrestres. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au sein du 1er bataillon d'Akwedo et c'était en présence de notre reporter Abou Sanogo. La salle d'honneur de l'unité du 1er bataillon d'infanterie, désormais baptisée du nom du général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko. Quant à l'espace sous-bois, il devient place d'armes au général de division Mathias Doué. Ce sont là les deux temps forts de la fête patronale des Fantassés. Une fête qui vise la pérennisation des traditions militaires et la promotion de la cohésion au sein des unités de forces terrestres. Commémoration de l'anniversaire d'un général dont les vertus continuent d'inspirer la famille de l'infanterie, la Saint-Maurice a été célébrée au 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. À cette occasion, les soldats ont été exhortés à s'engager pleinement dans toutes les activités de l'unité et ce à l'exemple de leur saint patron. À l'exemple de Saint-Maurice, notre saint patron, il nous faudra nous armer de courage et d'une discipline sans faille, d'un sens de l'honneur sans restriction et d'un esprit de sacrifice sans limite. Cette commémoration fait partie des priorités des forces terrestres, en ce sens qu'elle représente une tradition dont le but est de solidifier la cohésion, la fraternité d'âme et l'esprit de corps des unités. Je demande simplement aux fantassins du 1er bataillon d'infanterie d'en saisir le sens et de le traduire au quotidien dans leur conduite pour maintenir le prestige de leur unité conformément à leur devise « seconde de personne ». En effet, il y a près de 2000 ans que Saint-Maurice, à la tête d'une légion de 6600 hommes, posait un acte de haute portée. Instruit de procéder à la décimation collective des chrétiens de l'époque, en plus de se livrer à l'adoration de faux dieux, Saint-Maurice et ses hommes optèrent pour le respect des droits de l'homme et l'obéissance à Dieu. Fort de son exemple, Maurice a donc été choisi depuis ce jour comme saint patron de tous les fantassés. Hors de chez nous, le ministre algérien de la Justice a affirmé aujourd'hui que certains des assassins de l'alpiniste français Hervé Gourdel ont été identifiés. Et voilà le premier élément de notre tour de l'actualité mondiale. C'est en bref, en son et en images. Le ministre algérien de la Justice, Tayeb Lou, a annoncé que certains ravisseurs de l'otage français Hervé Gourdel, décapité en Algérie, ont été identifiés. L'un d'eux serait Abdelmalek Gouri, alias Khaled Abou Salman, qui a fait partie d'une phalange d'Aqmi. Il serait également l'auteur de l'attaque qui a coûté la vie à 11 soldats algériens en avril dernier, dans la même zone où s'est produit l'enlèvement d'Hervé Gourdel. Le parquet a requis des mandats d'arrêt à l'encontre des ravisseurs identifiés. Un premier cas d'Ebola a été détecté aux États-Unis. Le patient, actuellement hospitalisé à Dallas, a voyagé au Libéria. L'hôpital n'a pas indiqué l'identité du malade ni son âge. Un autre ressortissant américain, un médecin en contact avec le virus en Sierra Leone, a été rapatrié et placé en quarantaine près de Washington. Au Japon, les sauveteurs avaient dû renoncer à se rendre sur place par crainte d'une nouvelle éruption du fait d'un redoublement des rejets de gaz et de cendres. Les opérations sont difficiles pour les secours. 48 corps ont été retrouvés entre samedi et mercredi matin sur les pentes de ce volcan de plus de 3000 mètres situé entre Nagano et Gifu. Les autorités sont toujours sans nouvelles d'un grand nombre de personnes.
Pour marquer le 23e anniversaire du coup d'État qui avait renversé le président haïtien Jean-Bertrand Aristide, plusieurs centaines de partisans proches de l'organisation politique Famille Lavalas ont défilé dans les rues de Port-au-Prince. Les manifestants ont dénoncé les persécutions qui seraient orchestrées par le pouvoir actuel contre l'ex-président. Jean-Bertrand Aristide est assigné à résidence dans le cadre d'une enquête de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Ce mercredi 1er octobre, Hong Kong est censé, comme toute la Chine, fêter le 65e anniversaire de la République populaire. Mais la révolte des parapluies continue. C'est un jour férié en Chine. Il sera suivi d'un autre demain jeudi 2 octobre. De quoi jauger l'étendue du mouvement. Une soixantaine de dissidents ont été interrogés ces derniers jours. Et il y a aussi eu des arrestations. Les manifestations pro-démocratie sont restées fortement mobilisées à Hong Kong aujourd'hui. Ils demeurent sourds aux appels répétés du chef de l'exécutif local à rentrer chez eux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à notre antenne. On se retrouve ici demain à 23h. Bonsoir.